Bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun s'enlise. C'est la palissade. Des simples revendications corporatistes à l'automne 2016. On en est depuis bientôt 2 ans à un conflit armé mettant aux prises les forces de défense et de sécurité des bandes armées séparatistes. En mai dernier, l'organisation non gouvernementale internationale Crisis Group dressait un bilan qui donne froid au dos. Après 20 mois de crise, 1850 morts, 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés, dont 35 000 au Nigeria voisin. Bien avant cette réalité implacable, de nombreuses initiatives en vue d'un retour à la paix dans ces deux régions avaient été enclenchées. La conférence générale anglophone avec le cardinal Christian Toumi reste la plus en vue malgré les nombreux blocages. Face à un certain immobilisme, le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement africains pour la paix a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le club des ex-présidents fait actuellement pression sur Paul Biya en vue de l'organisation d'un colloque sur la situation au Cameroun. Equinox Soir, c'est tout à l'heure la grande édition d'information de 20h, présentée par Cédric Noufélé, tout de suite après le débrief. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, la médiation africaine peut-elle jouer un rôle décisif? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka. Bonsoir Cyril. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les co-panélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, j'adore votre formule. À l'UDC, on dit tous pour... Oui, en fait, à l'UDC, on dit que le Cameroun par nous tous. Par nous tous. Et pour nous tous. Pour nous tous. Ok. Ouais. Mais personne à la touche. Non, je pense que ce qu'il faut constater dans ce pays, c'est que par groupe, on a fait une sorte de révolution. Oui. En 91, c'était le bas peuple. Oui. Ensuite, c'était l'administration. C'était ensuite la jeunesse, puis est venu les anglophones, oui, et les cadres, les hauts cadres qui regardaient la politique de très loin. Oui. Hein, les avocats, les médecins, ils regardaient ça de très loin. Aujourd'hui, tout le monde a fait sa révolution, que ce soit les syndicats, que ce soit les populations, elles, mais malheureusement, on a fait cette révolution chacun dans son coin. Oui. Alors, il est question aujourd'hui de mettre tout le monde ensemble. C'est pour ça que nous disons à l'UDC, le Cameroun sera fait par nous tous et pour nous tous. Voilà, pour nous tous. Il est là sur ce plateau, Edmond Kuaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les autres et merci pour l'invitation. Voilà, analyste politique, économiste, mais surtout féru de la chose politique. Exactement. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci. The man of Gunoko Village. Fa Elvis Tayon. You are welcome, sir. Thank you very much, Serge Alain, and special greetings to our co-panelists. It has quite been a long time. I've not been present here, but I think special greetings to the people of Gunoko as usual, and to the people of Mbengui who are watching us as we speak now. Ok. Elvis qui va parler au nom du MRC et ses alliés. C'est bien cela? Tout à fait normal, talking on behalf of the party and also on behalf of the allies. You know, we have a powerful allies, and I think the move continues and our national resistance is on. Voilà, on a le MRC, donc tout naturellement, on a le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, représenté ce soir par André Luther Meka. Bonsoir André. Bonsoir et bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent. Oui. Merci de m'avoir invité et merci d'avoir aussi invité le RDPC que je représente. Voilà, André Luther, je commence par vous. Ce forum d'anciens chefs d'État, il y a quand même des gros noms, on va dire.
Joaquim Alberto Chissano, ancien chef d'État, président mozambicain, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Benjamin Kappa et de la Tanzanie, Thabo Mbeki. Est-ce que, au regard de tous ces noms peuvent-ils faire fléchir Paul Biya? Ben écoutez, moi je ne sais pas si le problème est de fléchir ou de ne pas fléchir. Et j'ai toujours constaté qu'il y a une bipolarité que vous ne respectez pas. Vous regardez du côté, n'est-ce pas, du récepteur, vous ne regardez pas du côté de l'émetteur. Parce que l'émetteur, c'est les sécessionnistes. Et je crois que c'est de ce côté-là on doit se pencher. Et puis bon, j'ai suivi à l'entente de l'émission, vous avez parlé de faire pression à Yaoundé. Bon, moi je ne sais pas, le colloque, c'est une réunion scientifique qui étudie un problème. Oui. Et cette réunion scientifique, des hommes de science, d'expérience, apportent des solutions et discutent sur un sujet qui les préoccupe. Et notamment, si c'est un colloque qui aboutit, n'est-ce pas, à des résolutions, ces résolutions peuvent être, n'est-ce pas, amplifiées, discutées et, si possible, envoyées à l'État du Cameroun et aux sécessionnistes. Donc, pour moi, tous ceux qui peuvent apporter leur appui pour qu'il y ait, n'est-ce pas, l'aboutissement de la crise, il n'y a pas de souci. Mais il faut un préalable. Le préalable, effectivement, c'est de constater que l'État du Cameroun est un État souverain et que l'État du Cameroun a un président qui s'appelle le président Paul Biya et que l'armée est une armée régalienne qui défend l'intégrité du territoire. Dès lors qu'il y a ces principes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que les sécessionnistes au moins puissent, n'est-ce pas, participer au dialogue, parce qu'il y a près de 14 bandes, je le répète tous les jours, qui ne s'entendent pas, qui s'entretuent, qui séquestrent la ville, puissent cesser le feu et puissent, n'est-ce pas, participer, n'est-ce pas, à l'évolution du Cameroun, à l'émergence. Donc pour moi, il n'y a pas de souci que des gens s'asseyent et réfléchissent, fassent un colloque et apportent des solutions, mais cela reste, n'est-ce pas, des contributions scientifiques qui peuvent, n'est-ce pas, être explorées d'une manière ou d'une autre. Edmond Keté, sur la vision d'André Luther Menka, une autre initiative pour lui, elle est toujours la bienvenue, hein, une autre. Non, Serge Alain, l'initiative pourrait être celle des anciens chefs d'État. Elle pourrait venir de n'importe qui, de n'importe quel coin de ce monde. Mais il y a une grande question qui reste. Oui. Est-ce qu'au Cameroun, d'un côté comme de l'autre, y a-t-il une volonté manifeste d'aboutir à la résolution de ce conflit? Vous dites d'un côté comme de l'autre. Comme de l'autre. Donc, comme a dit André Luther Menka, il faut aussi voir du côté des sécessionnistes. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste à mettre un terme à ce conflit? À votre analyse? À mon analyse, il me semble que non. D'un côté comme de l'autre, il n'y a manifestement aucune volonté, même pas une toute petite volonté de mettre un terme à cette crise-là. Vous savez, je me souviens qu'il y a encore quelques temps, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait montre d'une volonté, n'est-ce pas, du chef de l'État. D'ailleurs, il a adressé, n'est-ce pas, à entamer un dialogue. Vous savez, c'est ce que tous les Camerounais demandent. C'est-à-dire que ce soit les Camerounais du côté anglophone ou du côté francophone. Ils pensent que la résolution à cette crise passerait par la voie du dialogue. Même si à Yaoundé, certains sécurocrates pensent que c'est par la voie militaire qu'on va aboutir à une solution. Je pense que la voie militaire, on pourrait aboutir à une solution peut-être en 2035, peut-être en 2050, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan continue de s'alourdir au jour le jour. Sur le plan infrastructurel, sur le plan d'abord humanitaire, il faut dire que au-delà des morts qu'on ne compte plus, il y a ces personnes-là qui sombrent dans la précarité tous les jours. Nous avons encore, à l'occasion de certains reportages dans les télévisions, vu comment les personnes se déplaçaient, baluchant sur la tête, enfants sur les épaules. J'avoue que c'est des scènes qui nous laissent, nous, un peu, en fait, nous qui regardons ça un peu à distance, ça nous laisse quand même avec beaucoup de pincement dans le cœur. Il faut le dire, parce que ce sont nos frères, et de les voir être obligés d'abandonner leur domicile, leur train de vie quotidien pour aller chercher un abri ailleurs. Beaucoup vont même sans savoir où ils vont, tout simplement parce que les choses prennent, n'est-ce pas, de l'ampleur. Je veux dire, je disais tantôt que le chef du gouvernement a fait une descente dernièrement du côté de Bamenda, du côté du Boya, pour dire que le chef de l'État était prêt à, n'est-ce pas, aller à un dialogue de manière inclusive. Mais aujourd'hui,
force est de constater que plusieurs mois après, je ne sais pas combien de mois ça fait déjà, peut-être 2, peut-être 3. C'était au mois de mai. C'était au mois de mai. Alors si nous sommes au mois de septembre, ça fait déjà presque 4 mois. Alors c'est le statu quo, on n'a plus jamais rien dit. Même par le Premier ministre n'a plus jamais rien dit. Il n'y a que, je crois qu'on finit par donner raison, n'est-ce pas, au ministre de l'administration territoriale, Joseph Atangandi, qui, à la faveur de la sortie du Premier ministre, était allé sur l'autre d'antenne pour dire il n'y aura pas de dialogue. Et que la forme de l'État, bon, je ne sais pas si il faut peut-être qu'on revienne là-dessus parce que les gens s'appuient toujours sur cet article 64 de la Constitution qui dit que la forme de l'État ne va pas changer, mais je crois qu'on parle bien de la forme républicaine et non la forme de l'État. La forme de l'État peut être soumise, n'est-ce pas, à toutes les modifications, si tant il est que c'est ce que les citoyens camerounais, dans leur immense majorité, demandent. Ça peut être changé, mais la forme républicaine de l'État camerounais ne change pas. Ça veut dire que le Cameroun ne basculera pas du jour au lendemain d'une république à un royaume, par exemple. C'est ça qui reste inchangé. Et il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Mais quand les gens disent la forme unitaire de l'État ne va pas changer, je ne sais pas si nous lisons tous la même constitution et si nous avons la même compréhension, n'est-ce pas, de cette constitution. Et donc, je disais, on finit par donner raison au ministre Atangandi qui avait dit il n'y aura pas de dialogue et qui avait été suivi dans cet élan par le ministre des Affaires des Relations extérieures, qui avait dit, écoutez, c'est pas un événement, c'est un processus, et il annonçait que ça avait déjà commencé. Je crois que moi, qui suis au Cameroun et qui suis, n'est-ce pas, avec beaucoup, n'est-ce pas, de près ces événements-là, il ne me semble pas que le dialogue, même dans sa forme, n'est-ce pas, non événementielle, a déjà commencé. Je pense qu'il faudrait qu'on comprenne qu'il y a des vies en jeu. Il faudrait qu'on comprenne que là, quand on parle de guerre, on parle des souffrances humaines et qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux lorsqu'on parle de ces choses-là. Donc, avant d'aller explorer, n'est-ce pas, des recours extérieurs, il faudrait que sur le plan endogène, qu'on ait quand même fait ce qu'il faut faire. Vous parlez d'un manque de volonté. Il y a un manque de volonté manifeste d'un côté comme de l'autre, des deux camps. Personne ne veut bouger. Les sécessionniste crampent sur leur position. Ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent que le statu quo doit demeurer. Encore qu'il faut savoir qu'il y a une économie de guerre qui s'est développée d'un côté comme de l'autre. Il y a des gens qui aujourd'hui s'empiffent, des gens qui se bourrent les poches parce que d'aucuns attrapent, je vais dire quoi, ils attrapent des gens, demandent des rançons. Ils ont la possibilité, avec une arme et quelques munitions, d'aller piller les gens et tout ça. Et eux, pour eux, ils n'ont pas intérêt à ce que la guerre cesse. Okay. Du côté de Yaoundé également, il y a des gens qui, à la faveur de cette guerre-là, ont la possibilité, n'est-ce pas, de se faire beaucoup d'argent et qui, pour eux, le statu quo doit perdurer. Donc, je dis, avant d'aller explorer les voies extérieures, il faudrait que sur le plan endogène, que nous fassions ce qu'il faut faire pour mettre un terme à cette crise-là. Président Sambaka, il y a justement ce constat des deux camps, des deux côtés. Il n'y a pas une volonté manifeste de voir les lignes bouger. C'est pourquoi l'extérieur veut rentrer dans la danse. Oui, je dois dire que c'est... Parce qu'on a suivi les pressions qui viennent de l'Europe, des États-Unis. Maintenant, c'est les Africains qui veulent véritablement faire quelque chose pour le Cameroun. Il vient de faire une très très bonne analyse. C'est M. Kouaté. Oui, Edmond Kouaté. Oui, il a fait une très bonne analyse. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes dans un affrontement de deux extrêmes. De deux extrêmes. Et la majorité du peuple, n'est-ce pas, se retrouve là, prisonnier de deux extrêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on n'a jamais vu nulle part des guerres qui ne finissent pas autour d'une table. On va finir par négocier. On va finir par négocier. Le plus tôt est donc le mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça s'enlise. Vous avez vu, par exemple, la reprise de l'école. C'est tout le monde qui se mobilisait pour dire que, voilà, il faut que l'école reprenne. Et puis, un événement non contrôlé, n'est-ce pas, survient. Et puis, ça redémarre. Donc, vous comprenez tout de suite... L'événement non contrôlé, ici, c'est quoi? C'est la condamnation? Mais tout à fait. Je crois que cette condamnation de Sissekou, à ce moment précis, n'était pas fortuite. C'est quelque chose qui a été préparé et qui a donné ses conséquences que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Donc, ce que je dis, c'est que les négociations, c'est quand même dommage que dans un pays comme le Cameroun, qui a la possibilité de s'asseoir autour d'une table, parce qu'on s'était déjà assis autour d'une table au Cameroun. Quand il y a eu la réunion tripartite, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu de l'extérieur.
Mais parce que les extrémistes sont en train de faire perdurer alors tout le monde est la bienvenue pour pouvoir amener, n'est-ce pas, les belligérants et tout le monde autour d'une table pour trouver la paix. Moi, je dois vous dire, et je me sens fortement à l'aise dans cette affaire, parce que moi, je suis le vice-président de l'UDC, vous le savez. Et vous savez que, en termes de médiation, l'Afrique du Sud était dans une situation plus grave que la nôtre, où les Africains se détestaient, où les Africains s'entretuaient aux grandes dames, n'est-ce pas, et au plaisir des africanesses. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, que Adamou Damdjoya, c'est lui qui a fait la médiation entre les Africains. Il y avait les Thabo Mbeki, il y avait tout ce monde-là. C'est lui qui a fait la médiation, et Mandela est sorti de prison après. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Afrique du Sud roule bien. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que, depuis 1991, qu'on aurait dû avoir la solution à nos problèmes, on l'a mis sous éteignoir, et finalement, ça a craché. Et quand ça a craché aujourd'hui, très rapidement, on devrait se mettre autour de la table et se dire, voilà, il faut trouver quelque chose. Mais plus ça dure, et je crois il y a 3 ans, beaucoup de gens avaient été trompés. Parce que ce qui est le plus dangereux dans cette affaire, c'est que le gouvernement ne dit pas la vérité. Nous condamnons avec la plus grande énergie les extrémistes qui veulent la sécession. Mais aucun Camerounais digne de ce nom ne peut vouloir la sécession. Alors, on a embrouillé les gens entre la décentralisation, entre le fédéralisme, croyant que le fédéralisme était quelque chose qui était à proscrire et que ça ne pouvait pas rentrer dans la forme de l'État. Aujourd'hui, petit à petit, on comprend que non, c'est de la fourberie. Il s'agissait pas de la décentralisation ou de la centralisation. Pour la forme de l'État, le Cameroun peut aller dans la fédération sans problème. Sa constitution ne l'en empêche pas. Maintenant qu'on le sait, il est question de réfléchir ensemble pour voir si le fédéralisme dont on parle peut résoudre le problème à la base. Si le fédéralisme ne peut pas... Parce que dans le fédéralisme, on peut aussi faire de la centralisation. Donc, si ce fédéralisme est soutenu par une décentralisation, c'est-à-dire qu'à partir des communes, on peut développer, à ce moment-là, on est en train de régler le problème des populations. Mais si on décrète un fédéralisme qui va centraliser, ça sera toujours une organisation d'élite qui ne va pas donner le résultat escompté. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame dans cette affaire de décentralisation. La décentralisation est incontournable si on veut le développement à la base. Maintenant, le fédéralisme, c'est une forme qui permet d'introduire la décentralisation à l'intérieur ou la centralisation. Donc, c'est de tout ça qu'il faut discuter. C'est pour ça que je reviens pour vous dire que si les Thabo Mbeki et autres se penchent sur le problème camerounais, ce n'est pas parce que les Camerounais n'ont pas des gens qui sont capables d'organiser cela et de trouver des solutions, mais c'est parce que le Cameroun est assis sur un problème qui mine le Cameroun parce que les deux belligérants sont des extrémistes. C'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Frère Elvis, c'est votre avis également? C'est-à-dire que les deux camps sont... Personne ne veut faire des concessions, on va le dire comme ça. Chacun croit qu'il a raison. Well, I think that if I look at the way the analysis is being done, like what Mr. Cyril, the Vice President of UDC, is mentioning, it is correct that both parties are not willing to come to a consensus. It is true. But you know, in a conflict of this nature, the state has the upper responsibility and the upper blame. I repeat, the state has the upper responsibility and the upper blame, because it is not the responsibility of the secessionists to provide things required, basic requirements like peace and order, like to the population, but the state. So in this case, while we hold both of them not being at extreme, as mentioned here, but we should be able to understand that the state that is supposed to be the sole guarantor of peace has failed in its duty. Well, like Mr. Cyril said,
You know, like in the case of South Africa, obviously President Adamon Damjoya assisted, which is good. Why did it go? Because those involved in the conflict in South Africa were willing. And when they were willing, the government who has the upper hand was more willing even to see it come to an end. So what are we saying here? In correction to what Mr. Edmond Quater just said, when you look at the enormous materials and the damages being done with loss of lives on both sides, it is not an issue of taking it lightly as the government will want. Of course, we have this common say, they will always attack you, the terrorists, the this and that. But what we are saying is that whether you tag people terrorists or not, it is the responsibility of the government to engage steps. Remember, we are in a conflict whereby there is the lack of trust between the government and those who are holding arms. So what we are saying here is that if we move now by the theme, whether could African mediation do anything, I want to tell you that it's a matter of the will, and African mediation cannot do anything as of now. Why do I say so? Because there are every evidence on the ground that the government has its own agenda of maintaining peace, and on its own accord and time, different from what you and I will propose here. For example, we are talking, just imagine I was invited at an issue we call the National Independence Commission for Peace, an organization that was headed by Kazina Tumi today at South Affair in Aqua. Unfortunately, the government made it a fiasco. The environment was not open to where they were supposed to hold, and finally it got stuck somewhere along the line. So you begin to ask yourself, an initiative put in place by individuals for peace, is the government supposed to back up such initiatives, or is supposed to frustrate it? So at the end of it, what we're saying here is that we need to be honest. The vice president said something correct. We are not honest to the situations on the ground. If the government meant business, that people are dying, soldiers are dying, civilians are caught in crossfire, separatists are dying, if the government says throw a throw, this problem will be resolved within 24 hours. That is the thing we are failing to understand. And because... Quand vous dites trop, c'est trop, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? When they say trop, c'est trop, it means that the steps to bring the problem to an end is put in place. I want to let you know that... Comment? Yes, it's simple. To put the steps in place means the government gets into the main actors in the conflict. I am sorry to tell you that with the intelligence of the government is more intelligent than you and I. The government knows through the intelligence service those they can contact. I was saying, just like our vice president of UDC was talking here of recent, that if you look at the situation, at the period in time when you're talking about back to school, when even though some CPD militants are collecting 15 million to go and do political campaign of back to school, which is not supposed to be the case, at the nick of time, 2 weeks before time, when you sentence principal actors of that nature, it simply means that you jeopardize the situation. Why? Because the feedback we get now on the ground is not good compared to what we would have expected. The ground is tense. More troops have to be put in place by the state, which is the state's duty to maintain peace. And at the end of it, those who are supposed to go to school see the atmosphere tense. That is the more reason why you see the massive migration from these areas to the 8 speaking regions of the country. Yeah. This is a bitter truth. And that's why when President-elect Professor Maurice Kamto says no to the war in the north and the southwest region, it is based on these parameters that once the right parameters are put in place, as I just mentioned, because you cannot be talking about dialogue in the air when you cannot even initiate meaningful dialogue. Therefore, in my own point of view, if the government wants this issue to stop now, they know those to call. I don't know, but the government has all it takes. They will call them down. And as I said earlier, in conflict, like what Mr. Siri was saying, in South Africa, it's not because the government of South Africa under Frederick de Klerk was weak. No, the government simply saw that many people had died. Economic activities had been paralyzed, as Mr. Edmond, the economist, will say here. So the government at the point in time said that no, let us come back to table. It is not because the government of South Africa was a coward. It was because they thought that instead of allowing this fight, as Mr. Siri said, and it is true, there is no war or conflict that will not end on table. So at a point in time where we are supposed to go to table, and the government sits in their own way and appears to be delayed because they say government process grinds slowly, this is where we are today. Lives have been lost, people are escaping from their homes, houses have been burnt. At the end of it, we make the issues complicated such because when we are now,
we don't know the next stage of the conflict. It started with peace plans, now to local arms, Yes. now next to AK-47, AK, right. Kalashnikov, and now to kidnapping, next is beheading. We don't know what befalls the next. So we think that a right government in place will say that a stitch in time saves 9 and will not delay because the casualties are being recorded every day. Ok. André Luther Meka, lorsqu'on suit attentivement Faël Vis, il revient surtout sur le verdict du 20 août dernier qui a condamné Sissekou et les 9 autres à la prison perpétuelle. Pour lui, c'est ça qui, le timing ne prouve pas véritablement que le gouvernement de Yaoundé veut que les choses s'arrangent. Bon, j'ai envie de piaffer de rire, tout simplement parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent prendre la République en otage par rapport à une situation, par rapport, n'est-ce pas, à un chantage. Parce qu'en fait, le destin de M. Ayoub Tabé, qui a pris les armes, qui était commandant en chef contre le Cameroun, n'est pas lié au destin des Camerounais, n'est pas lié au destin des enfants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est deux destins différents. Il a choisi de prendre les armes contre le Cameroun, il doit l'assumer. Et on ne doit pas attendre X date ou Y date pour le condamner. Je crois que la justice a fait son travail. Et ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de gens mettent en place un marketing pour démontrer que le président n'est pas un médiateur. Mais j'aimerais dire que le président est le médiateur en chef. Parce qu'effectivement, dans la médiation en Afrique centrale, si vous regardez du côté du Gabon, le président s'est fait ressentir par sa diplomatie discrète, même n'est-ce pas, en République centrafricaine. Et je crois qu'aujourd'hui, le colloque scientifique où les éminences scientifiques et les chefs d'État vont venir apporter un certain nombre de solutions par rapport à la crise scientifiquement. Je crois que l'un des panélistes qui veut organiser ce débat, M. Thabo Mbeki, a remis un prix d'excellence de médiation africaine au président Paul Biya avec le maître Akere Mouna. Donc, le président est l'homme du dialogue en chef, parce que c'est lui qui appelle au dialogue. C'est lui qui appelle au dialogue. Et je vous dis encore que le dialogue est bloqué par les sécessionnistes. Quand je vois les Camerounais discuter tous les jours, moi ça m'amuse. Parce qu'effectivement, et je vous donne l'information, c'est que les sécessionnistes, c'est un coup d'État constitutionnel. On ne peut pas demander avant toute chose libération des prisonniers politiques. Avant toute chose, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse libérer tout le monde. C'est un chantage. On ne peut pas demander qu'il y ait, n'est-ce pas, un gouvernement de transition. Mais l'élection est terminée. L'élection est finie. Le problème du fédéralisme a été tranché par l'élection. C'est-à-dire qu'il y a eu des candidats fédéralistes. Je crois que M. Akere Mouna était fédéraliste, M. Ojo était fédéraliste. Les Camerounais ont choisi la décentralisation à travers, n'est-ce pas, le programme du président Paul Biya. Donc nous sommes effectivement en train d'implémenter la politique qui a été votée par les Camerounais. Il faut que certains débats soient dissipés parce que sinon on va s'enliser. Il y a eu un débat sur le fédéralisme pendant la présidentielle. Les Camerounais ont tranché. Donc pour moi, il est évident aujourd'hui que le problème n'est pas un problème d'élection. Le problème n'est pas un problème de fédéralisme. Le problème, c'est la crise anglophone. Et la crise anglophone, ceux qui sont derrière cette crise anglophone se considèrent comme un lobby de pression qui fait un chantage permanent sur le Cameroun. Quand je dis un chantage permanent, il faut bien comprendre. Vous ne pouvez pas demander à l'armée de déposer les armes. Au même titre que les sécessionnistes, c'est tout à fait farfelu, c'est incongru. Vous ne pouvez pas imposer à un État de mettre, n'est-ce pas, un gouvernement de transition. Vous ne pouvez pas demander à l'État de libérer sans condition tous les prisonniers. Je crois que c'est un certain nombre de modalités, pour moi, qui me semblent tout à fait saugrenues, parce que l'élection est passée, le président Paul Biya a été voté, et aujourd'hui on est en train d'implémenter la politique des grandes opportunités. Et lorsque vous allez voir tous les débats, on vous dit dialogue inclusif. On va dialoguer sur la crise anglophone. Ce dialogue a commencé depuis. Le président allait en Suisse. Ils sont pas venus. Ils ont envoyé des gens qui ont commencé à dire n'importe quoi. On a envoyé des gens, on a envoyé le Premier ministre. Je vous dis que c'est eux qui bloquent. Ce sont les sécessionnistes qui bloquent le dialogue. Et il est important que les Camerounais qui nous regardent puissent effectivement constater cela. Et avec des mécanismes de chantage et de blocage. D'abord, ils veulent bloquer
la ville de Boya, la ville de Bamenda. Ils n'y arrivent pas pratiquement. Maintenant, ils ont pris l'école en otage pour qu'effectivement mettre une pression sur, n'est-ce pas, le gouvernement camerounais pour accéder pour moi à des propositions qui me semblent farfelues. Parce qu'il est important aujourd'hui de le rappeler, les élections sont terminées, le président Paul Biya est en train d'appliquer sa politique et il faudrait effectivement que sa politique soit appliquée. La crise anglophone, le président est le premier, c'est lui qui a appelé au dialogue. Dans ses discours, chaque fois que vous allez voir ses discours, il y a effectivement l'appel au dialogue, il appelle tous les bonnes volontés à participer au dialogue. Et il a mis des cadres. Il a un cadre, il y a le DDR, le comité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Il y a la commission de multiculturalisme et de bilinguisme, qui sont des cadres qui peuvent être saisis par les sécessionnistes, notamment le DDR, et dont ils peuvent, n'est-ce pas, exister en dialogue et on peut les réinsérer. Mais ce qui est important, ce que j'aimerais dire, c'est que il n'y a pas d'extrémistes. Les extrémistes, les Camerounais les connaissent. C'est ceux qui ont pris les enfants en otage, qui ne veulent pas qu'il y ait rentrée scolaire et qui sont en train de mettre la terreur parce qu'ils ont lancé les villes mortes. Ce n'est pas le président Biya, c'est pas le président Biya qui a lancé les villes mortes. Je crois que le président Biya et tout son gouvernement sont en train de faire des efforts aujourd'hui pour qu'il y ait rentrée scolaire. Et je crois qu'ils ont commencé déjà à menacer même les populations qui sont nettement sur la défensive, okay, avec effectivement des relais dans les médias comme M. Faye. Edmond Kiaté, je vous en prie. Edmond Kiaté, lorsque ça conforte ce que vous avez dit à l'entame de cette émission, lorsque vous écoutez Faye et André Luther Meka, on n'est pas sorti définitivement de l'auberge. Hein? Non, pas du tout. On n'est pas prêt de sortir. Non, pas du tout. On n'est pas prêt de sortir. Ça veut dire que les Camerounais sont un peu pris en otage, n'est-ce pas? Quand je dis la population camerounaise prise en otage par deux camps extrêmement, c'est-à-dire que tendus et radicalement opposés, et chacun campe sur sa position et avec la certitude, la conviction intime qu'il a raison. Et que par conséquent, rien ne peut le bouger de là. Vous voyez le prisme à travers lequel M. Meka analyse les choses. Ça veut dire que pour lui, c'est fin prêt. Et même, c'est même dangereux, cette façon d'analyser les choses. Cette façon d'analyser les choses nous amène à croire qu'effectivement, on pourrait mettre sur le même piédestal le gouvernement et les sécessionnistes. C'est faux. On a un gouvernement qui, n'est-ce pas, par jeu de superposition, est largement au-dessus des sécessionnistes. Et donc, si il devrait avoir une initiative première, ça devrait être celle d'abord du gouvernement. Quitte maintenant à ce que le gouvernement mette dos au mur les sécessionnistes pour démontrer qu'effectivement ce sont des mauvaises foi. Parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Même les populations anglophones, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, je ne suis pas sûr que si vous faites une étude, si vous essayez de mener une étude, je ne suis pas sûr qu'ils sont même à 10% sécessionnistes. Je ne suis pas sûr. Mais sauf qu'ils sont un peu, n'est-ce pas, entre, comme on dit, fire and fury, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des extrémistes. Et vous savez que, généralement, dans un débat comme celui-ci, c'est ceux qui tiennent les armes qui parlent le plus fort. Parce que quand on parle de sécessionnistes, les gens ont l'impression que c'est toutes les populations anglophones qui sont sécessionnistes, que non. Mais s'ils ne sont que 10% et que c'est eux qui tiennent le canon, eh bien, on a l'impression que c'est leur voix qui porte le plus. Donc, aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions. Moi, je demanderais que le gouvernement prenne des initiatives pour rassurer même ces populations-là et leur dire, écoutez, je veux ouvrir une brèche pour vous permettre, n'est-ce pas, de rentrer là-dedans. Parce que tant qu'on continue de laisser la situation ainsi, la radicalisation se fait progressivement. Et puis, au jour le jour, les gens se disent, ben, écoutez, tant qu'à faire, s'il n'y a rien à faire, ben, nous allons rejoindre les sécessionnistes. Parce que ferez-vous quand vous avez vu, par exemple, toutes ces populations qui fuyaient le nord-ouest et le sud-ouest, ceux qui ne peuvent pas fuir, ces jeunes-là qui sont dans la déshérence, ces jeunes-là qui sont abandonnés à eux-mêmes, peut-être la famille, il n'y a plus de famille et qui se retrouvent seuls, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous jure, malgré lui, il va rejoindre le rang des sécessionnistes parce que peut-être c'est le seul moyen qui reste pour avoir une survie et tout cela. Et donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec le président Sambaka pour dire que toutes les guerres au monde finissent là où elles auraient dû commencer. Et donc on peut faire l'économie
d'un certain nombre de choses. On peut faire l'économie de toutes ces atrocités, je vais dire, en transcendant un peu un certain nombre de... On n'est pas obligé d'être condescendant, d'être arrogant. Je suis d'accord avec André Luther Meka pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, les élections sont derrière nous, les élections sont passées, mais ce n'est pas tant ça que nous demandons. Le débat n'est pas au niveau de la légitimité ou non du président Paul Biya. Ce que nous demandons, c'est qu'il prenne véritablement son rôle de commandant en chef et qu'il donne le cap, qu'il dise, ben voilà, comme il avait fait, il avait envoyé son Premier ministre dire « Je veux qu'on amorce le dialogue ». Il ne peut pas envoyer son Premier ministre dire « Je veux qu'on amorce le dialogue ». C'est pas lui qui a envoyé le ministre de l'administration territoriale? Bon, je préfère rester, n'est-ce pas, dans l'ordre hiérarchique des choses. Oui. Je pense que le Premier ministre, c'est quand même le chef du gouvernement et que son interlocuteur direct, c'est le président de la République. Je préfère rester dans cet ordre hiérarchique des choses pour dire que le Premier ministre était porteur du message du président de la République. Et lorsque un ministre vient dire le contraire, entre guillemets, ça crée, n'est-ce pas, une cacophonie, ça crée de la dissonance et ça nous donne l'impression que effectivement ce gouvernement ne parle pas d'une seule voix. Mais pour moi, je préfère sortir, n'est-ce pas, de cet aspect cacophonique pour dire que le Premier ministre était porteur du message du chef de l'État. Ce que nous demandons, c'est que le chef de l'État, au-delà de ce message, maintenant qu'il pose des actes concrets et qu'il ne donne pas raison à ceux justement qui croient que son gouvernement est dans une cacophonie totale et qu'il y a une dissonance de voix et qu'il ne contrôle plus rien lui-même, parce que c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que le chef de l'État a perdu le contrôle, c'est pour ça que son Premier ministre peut dire quelque chose venant de lui et le ministre, un autre ministre va dire autre chose et on a l'impression même que c'est celui-là qui a raison. Parce qu'aujourd'hui, comment allez-vous faire pour dire que Atangandji n'avait pas raison? Comment allez-vous faire pour dire que le jeune Belambela n'avait pas raison? Ben, ils avaient raison au regard des faits. Et les faits aujourd'hui donnent tort au Premier ministre. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que le président Biya, de toute la légitimité qu'il a reçue lors des dernières élections, qu'il prenne son bâton de commandant en chef et qu'il dise « Je veux mettre un terme à cette histoire ». Parce qu'il est clair que la manière qui a été la manière amorcée, n'est-ce pas, dans la résolution de cette crise, qui est la manière sécurocrate, la manière militaire, elle a échoué. On n'a pas besoin de passer par 10 000 chemins pour faire le constat, ça a échoué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a perdu ses militaires, on en a perdu beaucoup et dans des conditions atroces. Ça nous fait mal. On ne peut pas perdre nos militaires tués par leurs propres frères. Ça nous fait mal. Qu'on ait une guerre contre le Nigeria, contre le Tchad, contre un pays voisin et qu'on perde des militaires, on dira ils sont morts de la manière la plus honorable possible. Ils sont morts sous le drapeau. Mais on ne défend pas le drapeau en tuant ses propres frères et en se faisant tuer soi-même. C'est pas pour moi la manière la plus honorable d'honorer le drapeau. Et je dis, on peut faire l'économie de tout cela en allant à un dialogue véritable. Écoutez Serge, nous sommes... le Cameroun anglophone et francophone sont arrivés à cet état d'union par la voie du dialogue. Il ne me semble pas qu'en 1961, on a envoyé des militaires, n'est-ce pas, dans le nord-ouest et le sud-ouest pour leur dire que vous le vouliez ou non, vous allez vous rattacher au Cameroun francophone. Il ne me semble pas qu'en 72, on a envoyé les militaires pour leur dire que vous le vouliez ou non, vous allez vous rattacher. Je pense que ça là s'est fait par la voie du dialogue. Il y a eu une conférence à Fumban, il y a eu une deuxième conférence à Fumban, ça veut dire que pour que nous nous mettions ensemble, il y a eu un dialogue. Aujourd'hui, même quand on se marie, même quand on est marié avec une femme, quand on se met ensemble et qu'après, quelqu'un peut sentir qu'il n'a plus convenance à continuer dans ce mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne prend pas une machette pour dire que tu le veuilles ou non, tu as signé un acte de mariage, tu vas rester dans le mariage. Non, on lui dit, ben écoute, de quoi te plains-tu? Pourquoi tu te plains? Pourquoi n'as-tu plus convenance à rester dans ce mariage? Alors, on voit si c'est des problèmes qu'on peut régler. Et je pense que c'est des problèmes qu'on peut régler. Samba Kala dit, à la base de tout ceci, il n'y a que des populations estiment que le mode de gouvernance qui a été mis en place, un mode de gouvernance basé sur la centralisation, l'hypercentralisation, n'est plus à même, n'est-ce pas, d'assurer leur bien-être. Alors il faut changer, on peut revoir. Il y a une loi de 96 qui consacre la décentralisation, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été implémentée. Cela traduit un échec au plus haut sommet. Et donc aujourd'hui, les populations sont à même de dire, nous réclamons autre chose. Et je ne pense pas que réclamant autre chose, cela demande qu'on leur oppose en face des canons
et des grenades. Il me semble qu'on peut aller à la table du dialogue comme on l'a fait en 61, comme on l'a fait en 72, et pour dire à nos frères anglophones, écoutez, venez, vous vous plaignez de ci, vous vous plaignez de ça, vous vous plaignez de ci, voilà comment nous entendons faire désormais pour que tout le monde se sente à l'aise dans cette maison que nous avons bien voulu construire ensemble. Un indicateur. Oui, J'ai l'impression que quand je parle, vous ne comprenez pas. Je dis que les sécessionnistes posent des conditions au dialogue. Peut-être qu'il faudrait que vous compreniez. Et l'une des premières conditions, c'est démilitariser la zone. Oui. L'une des premières conditions. L'autre condition, c'est, n'est-ce pas, la libération sans condition de tous les prisonniers. Ils les appellent les prisonniers politiques. Même les sécessionnistes sont des prisonniers politiques. Ils parlent également d'un gouvernement de transition. Vous croyez que c'est la crise anglophone là? Je vais vous donner une information. Depuis 1945, la création de l'ONU, il y a eu près de 100 guerres. Et dans les 100 guerres, 45 à 50% des guerres sont africaines. Et près de 75 guerres en Afrique sont dues au partage des ressources naturelles. Et le même rapport de l'ONU parle de près de 50% d'échecs de dialogue, parce que l'enjeu principal, c'est le pillage des ressources, des ressources naturelles. Donc, c'est pour vous donner la complexité qu'il y a dans ce débat. Et pour vous dire que le président Paul Biya, dans sa diplomatie discrète, dans son dialogue permanent, a toujours tout fait pour qu'effectivement il y ait un dialogue, mais c'est du côté, n'est-ce pas, des sécessionnistes qu'il y a blocage. Okay. Oui, moi je pense que il y a des indicateurs. Hein. Il y a des indicateurs qui nous amènent à comprendre de quoi on parle. C'est ça. Il y a les populations qui viennent du côté francophone, n'est-ce pas? Oui. Si c'était des sécessionnistes, ils ne viendraient pas du côté francophone. Et vous avez vu le nombre. Maintenant, il y a un État hyper centralisé. Nous devons interroger cet État. Compte tenu de la crise qui perdure, n'est-ce pas, dans les zones anglophones, qu'est-ce que vous avez créé comme condition pour accueillir les enfants qui sont venus là et qui doivent aller à l'école? C'est la question que vous devez poser à cet État. Pas de dire que cotiser de l'argent pour aller faire campagne pour que les enfants aillent à l'école ou aillent se faire tuer. Moi, je pense que ça montre que le gouvernement ne travaille pas sur une même vision. Donc, le gouvernement est en lambeau. Et en lambeau parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui veulent la paix, et à l'intérieur, il y a des vats en guerre. Ouais. Donc, quand on a un gouvernement comme ça, la seule chose qui reste à faire, c'est la parole du président. Mais on nous a dit que le silence du président était capable de rendre le Cameroun riche. Et le Cameroun prospère. Mais moi, je pense que quand il y a des crises, c'est le dialogue. Le père de famille parle, le père de famille réunit les enfants, le père de famille réunit même les amis quand ça ne va pas, pour qu'on puisse parler de cela. Moi, je pense, en toute honnêteté, ayant fait 2 voyages en 1991 sur Boya pour aller rencontrer Moladjo Litoumbe, le président Adamou Ndamdjoya m'avait remis ce courrier. Parce qu'après la tripartite, il était question de voir la forme de l'État et comment les choses vont se passer. Donc le dialogue continuait en attendant la 2e tripartite. Donc il fallait se consulter. Moi j'ai été reçu 2 fois par Moladjo Litoumbe. Moladjo Litoumbe aujourd'hui est aux États-Unis, en train de réclamer la sécession. Ce monsieur avait accepté la décentralisation. Il était parti chez lui dire que bon, les francophones, avec leur jacobinisme, ne comprenaient pas de quoi on parlait. On est en train de dialoguer. Je crois que notre système de démocratie à la base va prendre tout le Cameroun. Donc ce serait une bonne chose. On peut partager avec les francophones. C'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on a bafoué tout ça et ce monsieur est devenu quelqu'un qui réclame la sécession. Okay. Voilà, madame, monsieur, nous allons donc observer notre première pause, le temps de rencontrer Cédric Noufélé qui va nous présenter les titres du 20h. Cédric, bonsoir. Au sommaire ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des décisions de justice. La Cour d'appel du centre qui confirme le procès de Maurice Kamto devant le tribunal militaire. Elle a déclaré irrecevable la requête introduite par le conseil de Maurice Kamto selon ses partisans. Nous en parlerons dans le journal de 20h au moment où des organisations internationales du droit
en appelle à sa libération et au regard de l'enlisement de la situation humanitaire dans les régions anglophones. C'est une autre organisation de la société civile ayant statut consultatif spécial auprès des Nations Unies qui demande l'intervention de l'ONU à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU prévue dans quelques semaines. Elle demande l'intervention de l'ONU à propos de la situation au Cameroun, notamment une enquête indépendante et la garantie d'un dialogue inclusif au Cameroun. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et les nouvelles sur le plan national sont loin d'être rassurantes, notamment dans le septentrion où le pont Misao s'est effondré près de 6 ans après sa construction, ce qui vient compliquer la vie des populations à quelques jours de la rentrée scolaire. Et dans la ville de Douala, c'est une initiative pour la paix qui a été interdite à la plus grande surprise des organisateurs. Jean-Jacques Ekindi, l'archevêque métropolitain de Douala, n'ont pas eu accès à la salle des fêtes d'Aqua. Pourtant, elle a été réquisitionnée pour abriter une réunion pour la paix dans les régions anglophones. C'est l'enquête du 20h ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. Rendez-vous dans un instant pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la... Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Fa Elvis Taillon, André Luther Meka, Cyril Sambaka et Edmond Kouyaté. Edmond Kouyaté, vous avez suivi? Non, je préfère commencer par lui qui a assisté à ce qui s'est passé aujourd'hui. Dites-moi, Elvis Taillon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à la salle des fêtes d'Aqua? Well, one thing we have to understand is that I got hold of the meeting, and I think that as a journalist who has to carry out investigations to find out exactly what is on the ground, I was there as prescribed by the time to witness the peace, what we call the National Independence Commission for Peace, which was to be put in place. And I first of all got there and realized that we had people who had come from Buea, some of them from Kumba, and then Tico Limbe, and about 2 of them from Northwest region. And the others, we had quite a handful of traditional rulers from the littoral and other areas. And so when we get there, we only realized that the hall was locked. And as inquisitive as I was, I tried to find out from the persons concerned what is the issue. And I was told one of the organizers came and brought the authorization and started explaining that they cannot understand what is happening, that the hall had been booked, the authorization had been given. At the end, they are not getting access to it. Another worrying thing that came into place was when one of the guys told us that they had been trying to call the officials who are responsible for the hall, including even the government delegate, and none of the numbers were going through. And so people were stranded outside. And after more than 2 hours, 30 minutes, even when Simon Kleda also came to see things for himself, his lordship Simon Kleda, who was equally to be part of that meeting alongside with Cardinal Tumi and the rest. And when he came, he too was also dumbfounded because not all efforts, as they said, put in place to ensure that they have access to the hall was futile. And so many left were disgruntled, and most of those I met there could not understand why an initiative of peace could not be supported by the state. And so at the end, Jacques Ikindi also came, Honorable Jacques Ikindi came, and of course granted a short press briefing explaining this, what I'm telling you, and said they only have to take the meeting ahead. But he too was also shocked. I think he left very, very demoralized, thinking that the state would have assisted in that holding of that meeting. But unfortunately, it instead had to frustrate. Est-ce que vous avez essayé de comprendre au niveau des autorités administratives pourquoi ce lockdown de la salle des fêtes d'Aqua? Yes, I could not really understand because it seems we got, what the information I got was that when they had to use the hall, there was an excuse from one of the officials in charge who said the hall has been booked. And so the name they quoted for the hall, the name they quoted as having booked for the hall, the officials knew the name. And so when they called the individual, as they told me, they said they were surprised. The individual said he has not booked any hall. So he does not understand why they are saying he has booked a hall. So it looks like there was a game somewhere along the line. But after 2 hours, 30 minutes, when some had gone on order like, that's when information came
from some of the persons around there who said the hall is now open. You could now go in. More than 2 hours, 30 minutes. It was already too late. Okay. And so that's how the meeting ended in a fiasco. Voilà, André Luther Méquin, une autre initiative de paix. On se souvient quand même qu'en juillet, à la suite du cardinal Toumi qui avait décidé de lancer la conférence générale anglophone, lorsque le gouvernement a réagi par rapport à tout ça, le ministre Chiroma à l'époque disait que toutes les initiatives étaient les bienvenues. Comment comprendre ce qui s'est passé donc aujourd'hui au niveau de la salle de fête d'Aqua? Disons que c'est l'initiative de Jean-Jacques Kinti et l'archidiocèse de Douala, on va le dire comme ça. De prime abord, c'est d'abord l'amateurisme, parce que... De la part de qui? De la part de ceux qui organisaient cette rencontre, pour la simple raison que nous qui avons l'habitude de travailler dans le parti, je crois que très tôt, il devait y avoir une équipe qui allait s'assurer si la salle est ouverte, si toutes les commodités sont en place, et il devrait y avoir une équipe qui jouait les relais entre la base des organisateurs et ceux qui devaient, n'est-ce pas, ouvrir la salle. Je crois que lorsque je vois cette spectacularisation, ça m'amuse un peu parce qu'ils arrivent, ils découvrent que la salle est fermée. Donc il y a un problème d'amateurisme dans l'organisation. Et puis sur le plan politique, je ne sais pas si ce sont les sécessionnistes, parce qu'aujourd'hui on a besoin des acteurs. On a besoin des acteurs et il faut effectivement que ce soit les acteurs aujourd'hui, parce que toutes ces conférences, séminaires ne servent plus à rien. Monsieur Ekindi, je ne sais pas s'il est sécessionniste, je ne sais pas ce qu'il fait là. Le cardinal peut-être c'est une autorité morale qui peut jouer une courroie de transmission, mais monsieur Ekindi, je ne crois pas que ce soit important. Vous savez, on nous a toujours appris que faire à contre-temps, c'est perdre son temps. Mal faire, c'est perdre son temps. Faire même avec ceux qui ne sont pas concernés, c'est perdre son temps. Donc il ne faut pas qu'on nous perde le temps. On a besoin des acteurs qui peuvent effectivement impacter la crise. Donc tout ce positionnement politique. Donc vous minimisez le rôle que peut jouer Jean-Jacques Ekindi dans la résolution de ce qui se passe là? Ben écoutez, il y a une crise. Je reviens toujours au discours au propos de Issa Chiroma Bakari lorsqu'il était Mincom. C'est un propos juste. Ça veut dire que vous choisissez les propositions de paix? Non, je dis ceux qui veulent faire quelque chose pour la paix au Cameroun? Je dis qu'il faille quelque chose qui... Pourquoi vous mettez Jean-Jacques Ekindi sur le côté? Je dis il faut quelque chose qui impacte directement la situation. Oui. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait des acteurs concernés. Parce que si on fait avec les mauvais acteurs, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. S'il y avait quelqu'un qui avait le droit d'être là, c'est le cardinal Toumi, qui est un digne fils de la région et qui est une autorité morale. Et pour moi-même, le faire à la salle de fête, avec qui, pour quel débat, je ne sais pas. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est effectivement les acteurs de la situation, ceux qui peuvent donner la décision. Et il y a deux axes. Il y a l'axe de la diaspora du nord-ouest et du sud-ouest qui finance les sécessionnistes. Et il y a aussi les généraux en guerre, en brousse. Voilà les acteurs. Qui sont sur le terrain. Qui sont sur le terrain. Voilà les acteurs. Donc, je vous le dis, si vous dites que quelqu'un qui est acteur vient à cette cérémonie, effectivement, cela va prendre de l'ampleur. C'est pour ça que j'ai toujours dit. Donc vous admettez le cardinal Toumi seulement parce que c'est un fils de la région? Non, parce que c'est une autorité morale. Oui. Et c'est quelqu'un qui peut jouer la courroie de transmission. Donc, on ne peut pas refuter qu'il soit là. Vous comprenez? On ne peut pas réfuter qu'il soit là. Mais pour moi, je prends ça comme un positionnement politique, comme une récupération politique, parce qu'effectivement, à l'heure où nous sommes au niveau de la crise, vous savez, il y a des phases de la crise où il y a les débats. Au début de la crise, au préambule, il y a des débats. Mais quand la crise a une phase aiguë, il faudrait effectivement que ce soit les acteurs. Les acteurs. Voilà. Vous êtes acteur, vous? Vous n'êtes pas acteur, Cyril Sambaka? Moi, je dois dire que les téléspectateurs doivent comprendre de quoi on parle. Parce que le développement de M. Meka est un développement qui nous amène à nous conforter dans la position où nous sommes. Pour penser que le jacobinisme est encore de rigueur dans notre pays. C'est ça. C'est la préfectorale. C'est-à-dire que vous êtes juge et parti. C'est vous qui devez décider. C'est vous qui devez choisir les acteurs et vous parler de dialogue. Vraiment. Vous comprenez? Parce que le dialogue, c'est des échanges. C'est tout le monde. Un Cameroun par nous tous, pour nous tous. Mais si vous vous mettez à trier, cela veut tout simplement dire que ce n'est plus un dialogue inclusif,
Ce n'est plus un dialogue franc. D'où vient-il qu'un homme politique n'ait pas son mot à dire dans une crise qui secoue le Cameroun? Donc vous voyez un peu leur façon de faire. C'est la raison pour laquelle je dis que ça va être très difficile si nous n'avons pas des citoyens qui prennent conscience de leur citoyenneté et de comprendre qu'on ne peut pas dormir tous les jours et ça nous tombe sur la tête. Non, il faut que, à un certain moment, ceux qui nous gouvernent comprennent que leur disque est rayé et que leur logiciel ne fonctionne plus avec les temps modernes. Il faut se remettre en cause. Il faut voir comment on fait ailleurs. Il faut que tout le monde soit partie prenante. Qu'est-ce qu'il dirait donc d'un Dame Joya qui, en tant que médiateur, a travaillé en Afrique du Sud, en tant qu'homme de foi, est président mondial des religions, de la conférence mondiale des religions pour la paix. Et qu'à ce titre-là, il intervient même à Israël pour parler du pardon, etc. Et que l'Akadir qu'on a mis en place ici concerne toutes les religions. Moi, je pense que on n'est pas mauvais quand un homme politique multidimensionnel qui peut parler de la construction, qui peut parler de paix, qui peut parler des échanges. Parce que et les religions et la politique, ils ont affaire à la même, aux mêmes personnes, c'est-à-dire le citoyen. Donc moi je crois que c'est facile de comprendre maintenant pourquoi il y a blocage. Parce que quand on raisonne comme M. Meka vient de raisonner, on comprend pourquoi il y a blocage. Oui. Mais le Cameroun ne peut pas appartenir qu'à vous seul. Le Cameroun appartient à tout le monde. Et à ce titre-là, il faut des bases consensuelles dans tout ce que nous allons faire au Cameroun. La colonisation est passée. Qu'est-ce que nous avons déjà bâti? Où est notre histoire? Qui va l'écrire? Vers où allons-nous? Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Il faut qu'on en parle. Et quelle est la meilleure façon? Quels sont les mécanismes qu'on met en place pour atteindre ces objectifs? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, au lieu de continuer à faire la guerre et de dire que il faut que les gens aillent à l'école, alors qu'en réalité, la solidarité gouvernementale, avec un budget complètement centralisé à Yaoundé, devait demander d'anticiper et de construire, ne serait-ce que dans les départements limitrophes où les gens vont, n'est-ce pas, des choses qui puissent permettre que les enfants aillent à l'école. Voilà, on termine d'abord avec cette situation. Hein. Elle est regrettable pour vous? Ce qui s'est passé au niveau de la salle de fête cet après-midi, Edmond Kouyaté. Elle n'est pas seulement initiative de paix, pour la paix. Elle n'est pas seulement regrettable comme situation, elle est révélatrice d'un climat qui prévaut dans notre pays à la faveur de cette guerre-là. C'est qu'il y a un climat de suspicion généralisée. Et ce climat de suspicion généralisée amène le gouvernement à faire tout le temps un procès stalinien à tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, mettre en place des initiatives allant dans le sens... Est-ce que l'autorité y a vu un trouble à l'ordre public? C'est pour ça que moi je parle de procès stalinien. Parce que, dites-moi, c'est pas la première fois que le cardinal Toumi se trouve buté, n'est-ce pas, à une fin de non-recevoir de la part du gouvernement lorsqu'il veut organiser une initiative dans ce sens-là. On se souvient que la All Anglophone Conference, également, Conférence générale anglophone, a échoué exactement le même échec. C'est-à-dire que on a entendu un maire qui a pris sur lui de dire que même si c'est le président Paul Biya qui donne l'autorisation, cette conférence ne se tiendra pas à Boya. Non, il n'a pas dit ça. Il l'a dit. Il a dit. Monsieur Meka, je suis responsable de mes propos et les vidéos existent. Monsieur Ekema Patrick avait dit en Mondovision, même si c'est le président Biya qui donne l'autorisation, cette conférence ne se tiendra pas à Boya. Il avait dit à Mondovision, ce que vous ne connaissez, ce qui échappe à votre connaissance n'est donc pas faux. Supportez que je dise ce que j'ai suivi. Et donc, à l'époque, aucune sanction. Et effectivement, il nous a également donné l'impression qu'il y avait des super personnes dans ce pays qui pouvaient prendre des décisions. Puisque la conférence ne s'était pas tenue à Boya, on ne leur avait pas donné l'autorisation et donc ils n'avaient pas tenu leur conférence. C'est la deuxième fois que, n'est-ce pas, à l'initiative du cardinal Toumi et du cardinal Cléda, voilà une autre initiative qui passe par des fourches codines. Je vais dire une chose. Il faudrait que dans ce pays, que les gens comprennent une chose. Quand on parle de la République
ce n'est pas une propriété, ce n'est pas quelque chose dont une personne ou un groupe de personnes peuvent s'approprier. Il faudrait qu'on sorte un peu de l'arrogance, de la condescendance, de la grandiloquence, qu'on descende de son piédestal pour revenir à des proportions bassement terre à terre, pour comprendre ce que c'est que la République. Parce que j'ai comme l'impression que certaines personnes, à force de s'enfoncer dans leur arrogance et leur grandiloquence, finissent par croire que le Cameroun, c'est un lopin de terre avec un titre foncier signé, alors non, et qu'ils décident de tout ce qui va s'y passer, de qui peut même rester là et de qui ne peut pas rester. Non, il faut sortir de ces chemins-là et il faut comprendre que la situation qui se passe dans les zones anglophones, dans les zones, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest, c'est des situations qui chaque jour laissent des vies sous le carreau. Il faut qu'on comprenne cela. Et il faut qu'on comprenne la situation qui prévaut et puis ce que ça génère, les effets induits dans l'ensemble du pays. Parce que toutes ces personnes qui fuient, n'est-ce pas, leur ville, leur village, pour se retrouver, qui à Bafoussam, qui à Douala, qui à Yaoundé, vous savez l'impact que cela va avoir sur le plan sécuritaire, parce que c'est des personnes qui ne pourront pas se nourrir, qui ne pourront pas avoir un travail, parce que ils ont abandonné leur travail, leur petit métier, et sur le plan sécuritaire, nous allons bientôt tous en souffrir, parce que ne pouvant pas se nourrir, ils vont se livrer à tout ce qu'ils peuvent faire. Edmond Katé, vous enchaînez avec cette réunion de sécurité à l'ouest. Le ministre Paul Atangandji qui demande plus de vigilance à l'autorité là-bas pour contrecarrer d'éventuelles incursions, pour perturber ce qui pourrait se passer, perturber la rentrée. Il demande, on l'a dit, hein, c'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. Il demande au gouverneur Awafonka de dormir les yeux ouverts. Il faudrait que le ministre de l'administration territoriale sorte de sa logique colonialiste pour entrer un peu dans une posture beaucoup plus républicaine. Il faudrait qu'on comprenne qu'on ne peut pas tenir des hommes chaque fois avec la matraque, avec le bâton, avec le canon. Ça ne se passe pas comme ça. C'est dépassé ça. Parce que c'est toute une suspicion qu'il jette sur les ressortissants, toutes ces personnes déplacées. C'est une suspicion généralisée. Quand il dit les sécessionnistes vont s'infiltrer. Écoutez, si les sécessionnistes voulaient arriver à Bafoussam, ils n'attendraient pas cette occasion pour arriver. Il y a 3 ans, la frontière, il n'y a pas une frontière entre Bafoussam et Bamenda. S'il voulait arriver, il serait arrivé depuis longtemps. Et donc, moi je dis, le ministre, il pouvait mieux faire, il avait mieux à faire. Je pense que le ministre de l'administration territoriale, s'il était soucieux, n'est-ce pas, du devenir même de nos enfants, je pense qu'il y a longtemps, il aurait pris des dispositions pour, n'est-ce pas, améliorer les structures d'accueil. C'est ce qu'il devrait faire. Ce n'est pas aller donner un matelas à quelqu'un qui ne sait même pas où il va dormir. Ça ne lui sert à rien. Quand vous donnez un morceau de matelas à quelqu'un qui n'a pas une maison, il va dormir où? Quel est le camp que nous avons construit à Bafoussam pour accueillir ces gens? Quels sont les camps où on peut dire, voilà, un camp de réfugiés, où on peut trouver des tentes, où on peut trouver les enfants là qui se déplacent? Je pense qu'au lieu de brailler partout comme on est en train de le faire, si on avait pris des dispositions pour construire même quelques écoles en matériaux provisoires, par exemple, pourquoi pas en planche, au moins pour leur permettre de commencer l'école, ça aurait été encore beaucoup plus indicatif, au lieu d'aller brailler et puis dire, insulter les gens, traiter les gens de ci et de ça. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, on attend mieux de vous. Maybe I wanted to just say something in. You know, like when I listen to Mr. Claude Meka, Mr. Meka. Non, on est sur le ministre Paul Atangandji. Oui. Yes. Parce qu'on me fait des grands signes là. Yes. Well, for the minister's issue, I think that it's almost the same thing because the reasoning, the resonance are similar. That's why you see me bringing it, because we have an issue of arrogance that comes in. We have an issue of bossy all the time. That's what kills us here, because any issue that takes into consideration the fact that people should be people should be pressed at all times under firm instructions, I think at the point in time it doesn't give us any solution. That's the more reason why when you look at it critically, with the instructions we get from officials and from party officials, you look at it, they don't take into consideration the realities on the ground. And that's why you see, while we talk about peace and moving, you get even our militants, they keep getting condemnations every day at the Yaoundé court and all the like. It tells you that something is wrong. That's why we said that in all of this, there is no good faith in bringing things under control. As of now. Oui, moi je ne suis pas très surpris de ce qui s'est passé à Bafoussam avec le ministre.
Ce que je dois dire, c'est que, voyez-vous, le dialogue, c'est quelque chose de très important. Maintenant, les schémas que le gouvernement utilise avec son ministre de l'administration territoriale, c'est la répression. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous commencez à dire que les gens qui fuient, de vigilance. Oui, quand les gens fuient, on commence à les suspecter comme des abazoniens qui ont infiltré. Est-ce que vous voyez le climat que vous installez tout de suite? Parce que gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir, ma foi, les conséquences de ces prises de position, les conséquences de ces actes qu'ils posent. Ils veulent d'abord voir comment ça s'effondre avant de comprendre qu'ils ont mal fait. Non, il faut dialoguer. Il faut dialoguer parce que M. Atangandi n'a pas la science infuse. Peut-être qu'il ne connaît même pas les dessous de tous ces problèmes-là. Peut-être qu'il n'a même pas fait l'effort de comprendre et de dialoguer avec les autres. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, il y a des prises de position et c'est là où on voit donc quand un gouvernement est centralisé, hautement centralisé, dès qu'il fait une erreur, cette erreur ne peut être que catastrophique et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. André Luther Meka. Oui, c'est dans cette chaîne où j'ai vu des élèves dans un lycée qui ont refusé de chanter l'hymne national et malheureusement il paraît que ces élèves venaient, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest et il y avait toute une rébellion, on avait monopolisé, n'est-ce pas, l'Assemblée générale le lundi. Donc cela veut dire qu'il peut y avoir des comportements inhabituels, il peut y avoir, n'est-ce pas, un certain nombre de... vous savez, les migrations apportent toujours un certain nombre de mots. Il est important que le ministre de l'AT, qui est garant de l'intégrité territoriale, puisse, n'est-ce pas, demander à plus de vigilance. Pas seulement la vigilance contre les gens, mais la vigilance également pour protéger même aussi ceux qui viennent. Parce que c'est aussi important, parce que on peut aussi prendre l'autre côté où on peut créer un incident avec ce qui arrive et dire qu'effectivement tel a eu une agression parce qu'effectivement... Donc moi je pense qu'il ne faut pas seulement voir ça de ce côté-là. Et même de ce côté-là, il est aussi important de pouvoir mettre la sécurité pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une transfusion de mœurs. Et je dis que, comme vous le savez, l'Ouest est souvent attaqué vers la lisière, vers Fongo Tongo, avec les problèmes à Bangourem et des problèmes sécessionnistes. Donc il est encore important avec ces migrations de pouvoir insister sur la sécurité. Et le ministre a raison, il faut que les gens soient sécurisés. Il faudrait, n'est-ce pas, que l'Ouest soit sécurisé parce qu'il faut le dire. Pourquoi vous ne le dites pas, Président? Vous savez très bien qu'on va amener l'Ouest dans la bataille. Donc il faudrait sécuriser l'Ouest. Ben, moi je suis bien sûr. Permettez-moi quand même de donner 30 secondes, n'est-ce pas, pour dire que, n'est-ce pas, ça c'est la preuve qu'on ne peut pas faire la guerre avec soi-même et être à l'aise. Okay. Le Cameroun ne peut pas faire la guerre contre le Cameroun. Merci, merci cher monsieur, merci André Luther, merci Cyril Sambaka, merci à vous Faelvis, merci Edmond. Merci Serge Alain. Voilà madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bibé Miré.